Alors, je vais vous présenter maintenant une deuxième méthode pour améliorer la puissance des procédures de sélection de gènes. Il se trouve que cette méthode est probablement, d'après mon expérience, la méthode la plus utilisée par les gens qui utilisent des méthodes de statistique génomique. Elle est implémentée dans le package Lima et c'est donc une méthode aujourd'hui de référence. Donc cette méthode s'appelle la méthode des tests modérés. La particularité de cette méthode par rapport à tout ce qu'on a vu depuis le début, c'est qu'on ne va pas se contenter d'améliorer la méthode en jouant sur le seuil de décision, mais on va changer les statistiques de test. Ce qui veut dire que les tests classiques de Fisher vont conduire à un classement des gènes, et ce classement des gènes va être remis en cause par les nouvelles statistiques de test que l'on va calculer et qu'on va appeler des tests de Fisher modérés. Donc je vais vous expliquer dans cette diapositive rapidement le principe des tests de Fisher modérés, mais sans rentrer dans le détail des calculs. Pour un gène, le kème gène, le gène numéro K, la statistique de Fisher, c'est un rapport entre un signal biologique estimé au numérateur et un bruit par rapport à ce signal biologique au dénominateur. Donc c'est une variance expliquée par un effet, l'effet régime par exemple au numérateur, divisé par une variance résiduelle, une variance intra-régime au dénominateur. Alors cette variance intra-régime, je l'appelle S carré K, et dans les tests de Fisher classiques, le numérateur et le dénominateur sont calculés avec les données d'expression pour le gène K. Dans le test de Fisher modéré, on va changer ce paradigme, on va garder la même idée pour le statistique de Fisher, c'est-à-dire la variance expliquée va rester inchangée au numérateur. En revanche, au dénominateur, on va modifier l'estimation de la variance résiduelle en introduisant dans cette variance résiduelle une partie qui est ici mesurée par S carré 0, de cette variance qui est commune à tous les gènes. Donc on va considérer qu'une partie de la variance d'expression d'un gène est portée par l'ensemble de tous les gènes. Et puis il y aura une partie spécifique ici, qui est S carré K, qui est en fait le dénominateur qu'on avait dans les tests de Fisher classiques. Donc l'idée, c'est qu'on va un peu régulariser l'estimation des variances en introduisant cette partie de variance commune et ainsi éviter d'avoir des variances qui pourraient être trop petites. Variance trop petite, je vous rappelle ce que ça veut dire. Ça veut dire que la statistique de Fisher explose et donc ça peut générer des faux positifs. Donc l'idée de ces statistiques de Fisher modérées, c'est de régulariser un peu la variance résiduelle pour éviter d'avoir trop de faux positifs. Je n'ai pas parlé de l'estimation des coefficients QK et PK, là, donc c'est une combinaison linéaire de la variance commune et de la variance spécifique avec ses coefficients QK et PK. Et bien, ces coefficients sont estimés par une méthode qu'on appelle de Bayes empirique. Comment ça se passe dans RStudio? Donc tout ça est implémenté avec le package Lima et je vais vous décrire ici une utilisation, une implémentation des tests modérés avec Lima. D'abord, dans Lima, il faut définir le modèle avec lequel on travaille à partir de ce qu'on appelle la matrice de design, c'est-à-dire la matrice associée décrivant complètement le modèle. Ici, c'est un effet du génotype et un effet du régime. Juste pour vous montrer à quoi ça ressemble cette matrice de design, j'en affiche les 6 premières lignes. Il y a autant de lignes qu'il y a de micro-arrays, 46 lignes, 3 colonnes correspondant aux 3 paramètres du modèle. Ici, c'est un modèle d'analyse de variance à 2 facteurs. La première colonne, c'est pour le mu. La deuxième, c'est pour le alpha i pour l'effet génotype. Et la troisième, pour le bêta j, l'effet régime. Alors, comment est-ce qu'on lit les 1 et les 0 ici? Par exemple, pour la première micro-array, F01, le fait qu'il y ait un 1 ici, dans la première colonne, ça veut dire qu'on prend en compte l'intercept. Il y a bien un mu. Le fait qu'il y ait un 1 ici, ça veut dire qu'on est dans le alpha correspondant au génotype M. Donc la première micro-array correspond au génotype M. Et par contre, il y a un 0 ici pour le diattachel, ça veut dire qu'on est dans un régime BL. Mu plus alpha plus bêta, le alpha correspond à... si alpha vaut 1, alors ça correspond au génotype M. Si bêta vaut 1, alors ça correspond à régime HL. Voilà la matrice de design. Une fois qu'on a ça, on applique ce modèle d'analyse de variance à 2 facteurs à l'ensemble des expressions grâce à la fonction lmfit. Juste 2 arguments, les expressions et la matrice de design. On jette un œil
aux 6 premières lignes de la matrice des coefficients que j'extrais à partir de fit $coefficient. Donc 3 colonnes, puisqu'il y a 3 paramètres. L'estimation de mu pour chaque gène, l'estimation du alpha correspondant au génotype maigre, puisque l'alpha correspondant au génotype gras, il est égal à 0, et puis l'estimation du alpha correspondant au régime HL, puisque l'estimation du alpha correspondant au régime BL est égale à 0 aussi. Autrement dit, 0,19 là, c'est la différence moyenne d'expression pour le génotype, pour le gène qui est ici, entre les deux régimes. Alors, pour avoir les tests de Fisher modérés, j'applique la fonction eBayes, donc eBayes comme empirical Bayes pour calculer les tests de Fisher modérés par la méthode de Bayes empirique. Et puis j'affiche un tableau du top 10 des gènes les plus significatifs. Pour quel effet? J'ai spécifié coef égale 3 ici parce que ce qui va m'intéresser, c'est l'effet régime, la troisième colonne du tableau des coefficients. Je vais commenter rapidement. Donc, on a en ligne ici les 10 gènes les plus significatifs, classés selon la p-value du test de Fisher modéré. Donc, la première ligne correspondant au gène le plus significatif. Et plus on descend, plus les p-values sont élevées. Alors, la première colonne, c'est ce qu'on appelle le log fold change. Donc, log FC, en fait, c'est juste le coefficient qui apparaît dans la troisième colonne. C'est le coefficient. Donc, j'ai dit tout à l'heure que le alpha correspondant à HL, ça mesurait en réalité une différence d'expression entre HL et BL, puisque le coefficient correspondant à BL, c'est 0. Ce coefficient, en fait, comme c'est une différence d'expression calculée sur des logs, c'est un log ratio d'expression, d'où le nom log fold change. Donc c'est juste ce coefficient là qui est donné ici. Le moins 1,13, c'est l'expression moyenne pour ce gène-là, donc en base log évidemment. La statistique T ici, c'est en fait la racine carrée de la statistique de Fisher modérée avec un signe ici. Le signe disant que pour ce gène-là, le fait qu'il y ait une valeur négative ici, ça veut dire que dans le régime HL, on est sous-exprimé, ce gène-là est sous-exprimé par rapport au régime BL. Alors vous voyez d'ailleurs, mais on va le retrouver par la suite, que les gènes qui apparaissent dans ce top 10 sont tous en sous-expression dans le régime HL par rapport au régime BL. Il n'y a que des signes négatifs ici. La p-value, j'en ai déjà parlé. L'avant-dernière colonne, c'est la p-value ajustée par la méthode de Benjamin-Yoshberg. Donc elle est forcément un peu plus élevée. Et puis le B, là, c'est une autre manière de lire cette p-value ajustée. C'est simplement une transformation mathématique de la p-value ajustée qui permet de changer d'échelle. La transformation mathématique en question, c'est la transformation logite, c'est-à-dire qu'on a calculé log de cette p-value ajustée divisé par 1 moins la p-value ajustée. Ce qu'il faut retenir, c'est juste que plus cette valeur est élevée, plus l'effet est significatif. Alors dans l'IMA, il y a une petite fonction qui s'appelle DecideTest qui permet d'avoir un aperçu assez rapide de l'ensemble des résultats. Je lui précise juste la méthode d'ajustement des p-values, Benjamin-Yoshberg, et puis le seuil qu'on se fixe, qui est de 0,05. Hop, je vous montre le petit tableau des résultats. 3 colonnes, c'est seulement la troisième colonne qui va m'intéresser parce que les deux premières correspondent à l'intercept ou à l'effet génotype. Donc moi je m'intéresse que à l'effet régime ici. 3 lignes aussi. Dans la première ligne, on a le nombre de gènes qui sont positifs avec une sous-expression dans le régime HL, 981. Dans la deuxième ligne, on a le nombre de gènes qui sont non significatifs. Et dans la troisième ligne, le nombre de gènes significatifs avec une surexpression dans le régime HL. Donc conformément à ce que j'ai montré tout à l'heure, on a beaucoup plus de gènes significatifs sous-exprimés dans le régime HL que surexprimés dans le régime HL. Alors maintenant, je vais vous montrer comment est-ce qu'on fait pour sélectionner des gènes à partir de l'IMA. En fait, la sélection des gènes, elle va se baser sur deux critères. D'abord, le critère de la p-value ajustée de Benjamin-Yoshberg, qu'on va vouloir effectivement
inférieur à 0,05. Donc on va faire en sorte de contrôler le FDR au niveau de 5%. Mais on va avoir aussi une exigence sur le log-fold change. C'est-à-dire que, pour reprendre un peu l'idée que j'avais tout à l'heure, je reviens un petit peu plus haut sur le tableau des coefficients que j'ai présenté tout à l'heure. Alors c'était un peu plus bas, je suis allé trop vite. Voilà. Ici on avait un log-fold change pour le gène le plus significatif qui était de moins 1,16. Ce gène il est intéressant puisque c'est le plus significatif. Néanmoins, on va trouver ici en troisième position un gène qui est presque autant significatif. 4,73 10-14, c'est aussi très petit comme p-value. Pourtant, il a un log-fold change qui est bien plus élevé en valeur absolue. Donc ce gène-là, il peut être plus intéressant que le premier en réalité. Donc on va avoir un critère de sélection qui va mixer un peu les deux. On va avoir une exigence sur le log-fold change, donc le log ratio d'expression entre les deux régimes, et puis le caractère significatif. Donc ça s'exprime par un graphique que je lance tout de suite parce qu'il va mettre du temps à s'afficher. Voilà, c'est parti. Donc j'explique un peu ce graphique pendant qu'il se crée. Donc j'ai récupéré dans le vecteur log FC les coefficients correspondant à la troisième colonne, c'est-à-dire au régime HL. Et c'est ce que je vais mettre en abscisse de ce graphique, log FC ici. En ordonnée, je vais mettre les p-values ajustées par la méthode de Benjamin-Hochberg, mais préalablement transformées par la transformation moins log base 10. Alors qu'est-ce qu'elle fait cette transformation? Eh bien, par exemple, si la p-value ajustée par Benjamin-Hochberg vaut 10 moins 3, elle ne va retenir que le 3, la puissance négative de la puissance de 10. Donc plus cette valeur sera élevée, plus le gène sera significatif. Que dire d'autre? J'ai intitulé ce graphique Volcanoplot parce que c'est le nom qu'on lui donne dans cette statistique génomique. Vous allez voir dès qu'il sera apparu qu'on peut y voir un volcan, ça ressemble à un volcan. Et puis dans un deuxième temps, j'ai utilisé la fonction points. La fonction points, elle va rajouter à un graphique préexistant des points en leur mettant ici une couleur rouge à ces points-là. Alors à quel point je mets une couleur rouge? Je mets une couleur rouge quand le point correspond à cette condition, c'est-à-dire la p-value ajustée par la méthode de Benjamin-Hochberg est plus petite que 0,05. Donc j'applique cette condition évidemment sur les abscisses et sur les ordonnées. Et enfin, je vais rajouter une droite horizontale à la hauteur de moins log base 10 de 0,05 parce que comme j'ai un critère de choix qui est basé sur la p-value de Benjamin-Hochberg doit être plus petite que 0,05, ça va me matérialiser ma règle de décision ici par une droite horizontale. Voilà, donc pas d'affichage du graphique parce que ça prend un peu de temps. Du coup, je vais continuer un petit peu à expliquer le script le temps que ça s'affiche, ce Volcanoplot. Donc à partir de ce Volcanoplot, alors le fait que ça ne s'affiche pas m'inquiète un peu. Je vais essayer de le relancer. Il est possible que sur vos ordinateurs, si vous travaillez en parallèle, ce soit affiché beaucoup plus vite que sur le mien. J'ai l'impression qu'il fatigue un petit peu. Ah voilà, il est affiché ici sur une fenêtre graphique à part. Voilà, excusez-moi. Donc ça apparaît ici. Du coup, je vais relancer ça aussi. Et je vais le commenter ici sur le graphique à part. Donc voilà, Volcanoplot, donc en abscisse le log-fold change, en ordonnée, moins log base 10 des p-values ajustées par la méthode de Benjamin-Hochberg. Alors, ce qui est important, c'est qu'en rouge ici, on a tous les gènes significatifs au sens du contrôle du FDR à 5%. Donc
dont la p-value de Benjamin Hirschberg est plus petite que 0,05. Et ce que je voudrais vous indiquer ici, c'est que finalement, on va trouver ici pas mal de gènes significatifs dont le log-fold change est proche de 0. Et ces gènes-là peuvent ne pas m'intéresser parce que moi, ce qui va m'intéresser, c'est quand il y a des différences d'expression importantes entre les deux régimes. Donc je vais avoir une double exigence, à la fois d'être parmi les points rouges ici, donc d'être au-dessus de la barre bleue, mais aussi d'avoir un log-fold change qui, en valeur absolue, va dépasser une certaine valeur seuil. Et je propose ici de prendre 1, par exemple. Si je prends 1, ça va m'amener à sélectionner tous les gènes qui sont en haut à gauche ici, et tous les gènes qui sont ici en haut à droite. Voilà. Donc c'est ça que je prends comme critère de sélection. Alors ce critère de sélection, donc c'est la conjonction de deux booléens, deux conditions. La p-value de corrigée par Benjamin Hirschberg doit être plus petite que 0,05 et la valeur absolue du log-fold change doit être plus grande que 1. Combien de gènes sont concernés? 83 gènes. Donc j'ai gardé 83 gènes. Ce n'est pas forcément les 83 gènes les plus significatifs au sens du test, mais c'est un mélange entre le caractère significatif et puis le fait que le log-fold change soit suffisamment grand. Et ce que je sais aussi, c'est que là-dedans, j'ai forcément moins de 0,05, j'ai forcément moins de 5% de faux positifs.